Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière conférence du Private Equity Exchange and Awards. C'est l'édition numéro 19. C'est la première édition qu'on fait en Phygital. Et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver l'année prochaine en vrai et en physique. Mais en attendant, j'espère que vous avez pu profiter de la journée. Si vous avez raté des conférences, n'hésitez pas à les regarder en replay. Elles seront toutes disponibles sur le site internet de l'événement. Voilà. Si vous avez des questions tout au long de cette table ronde, n'hésitez pas à les adresser sur le chat. On essaiera de prendre quelques minutes à la fin pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai le plaisir d'être extrêmement bien entourée, puisque j'ai 5 experts en la matière cet après-midi pour clôturer cet événement. Je vais les laisser se présenter en commençant d'abord par Benoît. Benoît Chastain, donc Managing Partner chez Merieux Equity Partners. J'en parlerai peut-être un peu plus de notre focus tout à l'heure, mais j'investis principalement dans la santé. François Barbier, je suis Managing Partner et je dirige l'équipe française du fonds 21, qui est un groupe européen d'investissement. Christophe Bavière, moi je suis le président d'Invest Partners et donc comme nous avons rejoint Euraseo, je suis maintenant Managing Partner d'Euraseo. Et enfin bonjour, Laurent Bénard, je suis directeur général de CAPSA, une plateforme de financement dédiée au monde alternatif pour les petites et moyennes entreprises pan-européennes. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de partager votre expérience. Alors, la thématique de cette table ronde, elle est très vaste, mais je pense qu'elle vous intéresse tous. En tout cas, je l'ai vu pendant le call de cadrage. Donc, c'est la délicate balance entre la diversification et le focus. Avant de passer ce sujet au crible, tout d'abord, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table des différentes stratégies que vous connaissez, vous, et que vous avez mises en place. Qui se lance pour cette première question ? Ouais, écoutez, je vais peut-être me lancer parce que je suis probablement celui qui est le plus focus, ou en tout cas qui a un vrai focus sur la santé et la nutrition. Nous, clairement, on a choisi d'avoir une expertise sur un secteur, mais peut-être qu'on y répondra un peu plus tard ensuite. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la diversification. Voilà. Qui d'autre se lance ? Bon, moi j'y vais. Donc 21, je disais tout à l'heure, est un groupe européen d'investissement qui est présent sur 3 zones géographiques qui sont l'Italie, la France et la Pologne. Donc on voit bien qu'il y a une logique déjà de diversification à ce niveau-là, et néanmoins avec une approche qui est d'être globale et d'avoir une approche d'investissement local, puisqu'il y a des fonds dédiés par pays. Donc on essaie de combiner cette approche de global et de local. Donc un fonds par pays qui nous permet d'avoir ce focus tout en gardant la possibilité pour nos investisseurs, on en parlera sans doute tout à l'heure, de faire des choix d'allocation à l'intérieur de ce que nous présentons ou nous proposons comme stratégie d'investissement. Alors pour Euraseo, en tout, nous gérons un peu plus de 20 milliards d'euros maintenant et nous visons à être une des plateformes les plus complètes de l'Europe puisque nous allons financer l'entreprise de ces étapes les plus early stage dans le venture, ce qui étaient des métiers historiques d'Invest, en passant par le gros aujourd'hui, et puis nous accompagnons des sociétés en capital développement, nous accompagnons des sociétés avec Euraseo PME dans le lower end du mid-market buyout, avec Euraseo Capital dans le upper end du mid-market buyout. Nous avons aussi des activités de fonds, des activités de transactions secondaires, des activités de private debt, des activités de real estate et des activités d'infrastructure. Notre objectif, et juste pour répondre à la question, Béatrice, c'est d'être sur l'ensemble des métiers européens et un acteur le plus complet possible et sur chacune de ces activités, si possible, un des leaders du domaine. Par ailleurs, nous avons aussi développé des activités d'investissement aux États-Unis.
Et donc chez Cabza, on a un chemin qui est un peu intermédiaire à l'ensemble de ces différentes visions. Alors que nous faisons un focus sur le small and mid cap, nous avons également opéré une diversification dans les natures de produits que nous finançons. Nous avons un produit de grosse, on a un produit de small cap buyout, on a des produits de mid market financing, donc du direct lending, des financements dédiés aux opérations LBO. Nous avons également des produits de situations spéciales, donc pour les entreprises qui peuvent être impactées, que ce soit par le Covid ou d'autres types d'événements qui pourraient l'amener dans une situation un peu plus délicate sur une année. Donc on a cherché la diversification, à la fois par la nature des produits et également par rapport aux différentes géographies sur lesquelles nous sommes. Nous sommes sur 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Mais tout ça sur un focus qui est le small and mid cap. Peut-être juste pour compléter, parce que bon, là je suis entouré de vrais JP, et donc nous on est plutôt IQ, un groupe prestataire de services, mais on va dire que notre focus c'est justement la diversification de notre panier d'offres et de services. Donc IQ c'est un groupe qui représente plus de 3400 personnes, on couvre les 3 continents, on est présent dans 23 pays et on est exclusivement dédié au monde de l'alternatif. Donc, quelque part, en termes de diversification, on couvre aussi bien des produits de private equity, de dette, de titrisation, d'immobilier. Et on s'intéresse à tous ces sujets en investissant à la fois dans les hommes et aussi dans les technologies qui supportent ces activités. Donc pour nous, c'est vraiment... notre stratégie, c'est forcément la diversification, on va dire, même si ce n'est pas vraiment sur le même angle. Et on trouvera à la fois de la prestation de services, mais aussi des AIFM. On a 3 AIFM au sein du groupe, dont un qui est en France, avec Equity Gestion. Et cette plateforme, elle est un peu unique, puisqu'elle regroupe en France une centaine de personnes. Donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de one-stop shop qui permet d'avoir un accès simple à la fois à des ressources expertes et des technologies qui supportent ces activités. Alors, je connais déjà la réponse, hein, et puis vous aussi derrière l'écran. Est-ce qu'on peut opposer justement focus et diversification ? Peut-être démarrer, parce que je vais surprendre tout le monde en disant qu'on a un petit biais en ce qui concerne notre business model à nous. C'est qu'effectivement, Idavest était déjà une plateforme relativement diversifiée, hein, puisqu'on faisait des choses différentes. On faisait du venture, de la dette, des transactions secondaires et du fonds de fonds. C'était déjà un peu diversifié. Et puis nous avons choisi de rejoindre une plateforme, Euraseo, et vous voyez bien, on est donc encore plus diversifié. Donc je vais surprendre tout le monde en disant qu'on est relativement convaincu en ce qui nous concerne. Et je ne dis pas que les autres business models, et vous allez avoir l'occasion de les défendre et de les expliquer vos stratégies, mais clairement, nous, on voit un certain nombre d'atouts à la diversification. Et je trouve que, en tout cas, une des tendances aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs européens qui représentent maintenant des plateformes plus importantes que dans le passé. Il y en a des plus grosses que nous, il y en a qui ont des parcours exceptionnels. Malgré tout, quand même, on peut souligner une chose, c'est que même les plateformes les plus diversifiées, les plateformes les plus importantes en Europe restent quand même encore relativement des choses qui ont des tailles de nains par rapport à ce qui peut se produire sur le marché dominant du private equity et de l'alternative, qui est encore le marché américain. C'est le premier commentaire que je voulais faire. Et le deuxième commentaire, c'est... En fait, on se rend compte d'une chose très particulière. Notre métier se prête quand même à une profondeur et à une spécialisation infinie. Je me souviens, on avait levé des premiers fonds de venture capital, on avait levé des premiers fonds de private debt. Voilà. Aujourd'hui, on a des fonds qui font de l'early stage, du late stage, du gros. On a des fonds qui sont dédiés sur le smart city. On a des fonds qui sont, et ça je ne parle que du venture, sur le private debt, je saurais plus dire aujourd'hui, on fait du senior secured, on fait de l'unitranche, on fait de la mezzanine, on fait de l'asset backed. Et j'ai pas l'impression, et on va le couvrir certainement ensemble, que chaque entité n'est pas capable encore de se diversifier et de se focaliser, de se spécialiser encore plus. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'en fait, on est dans notre diversification, on parle plutôt de multifocus, c'est-à-dire que chaque stratégie que l'on va inclure dans notre plateforme va avoir un objectif focusé de manière très claire. Pour qui ? Pour une meilleure lisibilité de la part des investisseurs qui sont nos clients. Et néanmoins, je partage le point de Christophe, qui est de dire que la diversification, elle est aussi nécessaire, quelle que soit l'échelle
à laquelle on la recherche, que ce soit dans un portefeuille, on diversifie le nombre de lignes qu'on a dans le portefeuille, que ce soit dans l'equity, on peut diversifier différentes tailles d'entreprises que l'on adresse. Quand on est verticalisé dans la santé, on va pouvoir diversifier différents types de produits pour la santé. Donc en fait, on n'y voit pas d'opposition, on y voit plutôt une très grande complémentarité, une intelligence de situation qui est nécessaire quand on voit, nous, notre prisme de chercher à grandir. On le mentionnait un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il est important d'adresser de multiples besoins de nos clients qui sont les investisseurs et de gagner de la taille critique. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans une activité régulée et qu'au sein de cette régulation, il y a beaucoup de contraintes, de différentes fonctions transversales qui sont nécessaires et il faut une certaine taille critique pour pouvoir les adresser et assumer un service de grande qualité auprès de nos clients. Et donc on est persuadé que les deux sont complémentaires, focus et diversification. Alors, pour moi, le point que je voulais aussi aborder, c'est le côté d'être en phase avec son identité. En fait, chacun a son identité. On a tous des parcours différents, des origines différentes. Nous, par exemple, chez 21, on a un côté entrepreneurial qui est assez développé de par l'association qu'on a eue dès le début avec une grande famille d'entrepreneurs italiens, les Benetton. Donc, on a une approche qui a toujours été autour de l'equity, finalement, parce que c'est plus dans leur nature d'être porté vers le développement des entreprises. Il n'empêche que, par exemple, si je prends l'exemple de la France, qui est l'activité que j'ai l'honneur de diriger, en fait, on a fait un mouvement d'un fonds généraliste à un fonds avec un focus sectoriel en 2017. Ça a été un choix qu'on a fait d'aller vers des secteurs alors, qui se sont avérés, et l'année 2020 pour ça a été un révélateur formidable, mais qui sont avérés être des bons choix, qui étaient la santé, tech software et business services. Et donc ces choix-là montrent bien qu'on va être, pour nous, quelqu'un qui investirait dans notre fonds, il va faire un choix equity, il va faire un choix mid-market, il va faire un choix France, il va faire un choix sectoriel. Donc on voit bien qu'on descend vers un focus de plus en plus marqué. Il n'empêche que l'investisseur aura le choix après d'aller vers d'autres types de gestion. Mais chez nous, ça sera un focus assez marqué, comme ça, en Italie, en France et en Pologne. Peut-être, à mon avis, un des points aussi c'est bien qu'il y a un afflux de capital, il y a énormément de capacités aujourd'hui, il faut avoir cette différenciation. Et quand on parle de différenciation, c'est aussi la raison pour laquelle les gens sont de plus en plus focus pour être le moins généraliste ou, comme le disait François, être multispécialiste. Je pense qu'il y a un point que je retiens aussi de François, c'est avant toute chose, c'est les hommes qui incarnent cette stratégie de focus ou de différenciation. Chez Mérieux Equity Partners, on a des gens qui ont 3 dimensions. La première, c'est qu'elles sont tous passées par les opérations. Elles ont tous vécu la vraie vie d'une société, c'est-à-dire avec de la production et pas uniquement de l'ingénierie financière, mais également une expertise santé et puis bien évidemment un historique d'investissement. Et en fait, je pense que quand on se met dans le focus ou quand on veut, après bien évidemment dans toutes les stratégies, comme l'a très bien expliqué mes chers camarades, c'est que on va tous se diversifier dans son propre focus. C'est obligatoire, je dirais, c'est réduire le bêta pour les investisseurs, mais il faut avant tout être crédible et apporter quelque chose aux investisseurs, aux sociétés sur lesquelles on investit, mais également aux LP où ils se sentent véritablement en confiance sur les zones ou les points sur lesquels vous avez mis un vrai focus. En fait, si on résume, moi, je trouve que l'idée de focus, quelle que soit l'échelle à laquelle on la positionne, est un facteur de lisibilité. Et comme vous voyez, on est 5, mais je pense que ceux qui nous regardent sont encore plus nombreux. On a besoin d'être lisible pour être reconnu. Et dans cette stratégie, il faut avoir un focus. Et c'est un moyen de nous démarquer. Et c'est vrai que notre métier a beaucoup évolué. On était sur des systèmes de partnership avec des organisations assez peu mature en fait, il y a encore très peu de temps, il y a 10 ans, qui c'est qu'il y avait un directeur marketing, qui c'est qu'il y avait une équipe de vente en interne? À mon avis, pas grand monde. Qui c'est qui n'en a pas aujourd'hui? À mon avis, pas grand monde non plus. Et en fait, nos structures se sont organisées à l'échelle de ce que vient de dire Benoît d'ailleurs, c'est que d'être passé par le monde du corporate d'abord, on est une organisation, on est une entreprise, donc il y a de l'entrepreneuriat, il y a des patrons d'entreprise, il y a une vision stratégique et elle se décline par du focus pour l'identité qu'on veut donner à notre entreprise et en même temps en dessous, en sous-jacent, de la diversification, tout autant qu'on peut investir dans une belle société qui a un focus très clair, mais on va chercher à ce qu'elle diversifie ses clients pour ne pas prendre trop de risques et ça marche également pour nous.
sur cette idée d'opposer focus et diversification, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition en fait. On revient au multifocus ou au multispécialiste. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même, c'est quoi finalement la finalité d'un asset manager, c'est de générer de l'alpha et de s'assurer de la distribution de ses produits. Et en termes de focus, justement, c'est là où se positionne un IQEQ, c'est qu'il y a des activités qui sont moins stratégiques, non core, on va dire, qui sont en particulier les opérations, et où des spécialistes comme nous, en fait, avec le niveau d'investissement qu'on peut avoir, on arrive à atteindre les tailles critiques, les effets d'échelle, qui permettent d'assurer aussi la résilience des opérations des GPI. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, avec justement ce cheminement vers la diversification des stratégies d'actifs ou des zones géographiques, ça renforce l'idée de faire appel à des spécialistes des opérations qui vont investir en capital humain, qui vont investir en la technologie, qui vont comprendre les schémas réglementaires qui nous inondent régulièrement de nouvelles contraintes et pouvoir délivrer à la fois un service mais aussi des data, parce que finalement, notre métier, c'est aussi l'administration de data, quelque part. On est tous des data analystes, on a besoin de comprendre ce qui se passe et décoder les flux qui sont tout autour de nous. Et un des sujets, c'est justement de pouvoir construire ces entrepôts de data qui vont faciliter la vie du reporting derrière, assurer de la lisibilité. Il y a beaucoup de challenges, type ESG, par exemple, qui nécessitent quand même de manipuler des data. Et dans l'environnement du non-coté ou des actifs alternatifs, c'est encore plus crucial parce que ces datas-là, souvent, elles ne sont pas facilement accessibles sur le marché. Il ne suffit pas d'aller sur un Reuters et de retrouver tout ce qu'on veut. C'est un peu plus compliqué. Il y a malgré tout des... Alors, encore une fois, chacun a ses stratégies, mais un des mouvements que beaucoup d'entre nous font ou sont en train de faire ou vont avoir à faire, et le fait que beaucoup d'entre nous ont démarré souvent, en tout cas ça a été notre cas, on a démarré, on était quand même avec un focus d'investissement relativement français. Et on souffre tous d'un univers européen qui est un peu particulier. C'est-à-dire que ça n'est pas si facile. Le jour où chacun d'entre nous a le faire sur toute ou partie de ses activités, ce n'est pas une évolution si facile que cela à faire. Du jour où on se dit, tiens, je suis une marque, une équipe connue en France, voilà, avec des gens qui sont francophones, et du jour où on se dit, tiens, je veux basculer à un statut assez similaire, mais sur l'ensemble du marché européen. En plus, ça tombe assez bien. Il se trouve qu'aujourd'hui, Londres n'est plus tout à fait exactement dans la même partie de l'Europe que nous. Et ça peut aider un certain nombre d'acteurs, et je pense qu'en particulier l'industrie du private equity, l'industrie de l'alternatif française, qui en Europe continentale est quand même l'une des toutes premières. Indéniablement, on a tous une carte à jouer, qui est de se dire comment je bascule du fait que j'étais un très bon acteur français, beaucoup d'entre nous ont des racines locales, c'est normal, au fait je vais devenir un acteur totalement pan-européen. Là, nous trouvons, chacun son... C'est pas facile. C'est-à-dire que je commence mon premier bureau, alors nous on avait dit sur le private debt, on avait dit notre premier bureau on le met à Francfort, parce que la dette allemande c'est Francfort. On s'est rendu vite compte que ça ne servait pas tellement, par exemple, au gros equity. Le gros equity en Allemagne c'est Berlin. Voilà. Et peut-être que si on voulait un jour couvrir le venture santé, c'est peut-être plutôt Munich. Donc on se rend compte qu'il y a aussi cette espèce de particularité européenne qui est quand même que on vit dans un univers qui est plein d'opportunités, ça c'est indéniable, qui sont d'ailleurs pas toujours faciles à appréhender pour des gens qui ne sont pas européens, tant mieux pour nous, mais notre marché est un peu particulier. Nous, on trouve que le fait d'avoir été une plateforme, le fait de... Voilà, on ouvre en ce moment, on accélère sur le bureau de Londres, c'est un peu contracyclique, qu'est-ce que je viens de dire, ça tombe bien, c'est facile aujourd'hui de recruter à Londres en disant qu'on est d'Europe continentale, c'était moins facile peut-être il y a quelques temps, mais ça aide d'avoir un bureau qui n'est pas composé que d'un gars qui fait que du buy-out, il y a un gars qui fait du buy-out, il y a un gars qui fait de la dette, il y a un gars qui fait aussi du gros equity, ça crée quand même, donc voilà, nous on trouve que pour le challenge que nous visons, qui est de se dire sur toutes nos activités, on veut basculer avec le rythme qui est adapté à chaque activité, d'un statut de leader, d'un bon historique français, à un acteur indéniablement avec une visibilité totalement pan-européenne, on trouve que le fait d'avoir cet aspect un peu de diversification, en tout cas pour nous, nous aide. Alors je vais peut-être aller à contre-courant, mais nous, quand on a lancé le dernier fonds, on a 12 participations aujourd'hui, et il y en a 4 qui sont à l'étranger. Et se dire qu'on n'a aucun bureau à l'étranger, simplement c'est notre focus et c'est notre expertise santé qui nous a permis, par exemple, de faire Doc Generici en Italie
où un ICG vient nous demande de venir regarder le deal complet, de faire un deal en Suède où ICA, qui est quand même, je dirais, si c'est bien son focus, ou en tout cas son origine, nous dit, écoute, est-ce qu'on peut regarder également le deal ensemble? Pourquoi? Parce qu'on est clairement vu comme une partie prenante sur la connaissance du secteur et surtout ce que l'on voit pour créer de la valeur, eh bien, si on peut être véritablement, je dirais pas sachant parce que ça ferait prétentieux, mais en tout cas accélérateur du business plan du management, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Donc, en même temps, on peut, quand on a ce focus, qu'est-ce que c'est focus? C'est avoir une vision, c'est clairement bien connaître les éléments, une maîtrise de ce que l'on fait. Et si on peut apporter dessus, ça donne une vraie différenciation dont on parlait tout à l'heure. Alors, on a commencé à l'aborder, mais si on fait un focus actif-passif, cette balance, comment vous la mettez en œuvre, par exemple, par rapport à vos investissements? Ensuite, on parlera des investisseurs. Je prends la suite là, du commentaire que vient de faire Benoît. On voit bien que la question qu'on se pose, c'est qu'attendent les entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Alors, ils attendent évidemment de la compétence, la première chose, et puis une capacité à les appuyer dans le cadre de leur développement. Et c'est vrai qu'après, chacun va y apporter sa réponse. On revient à la notion d'ADN et de culture de chaque organisation. Et nous, c'est vrai que au fil des années, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de constituer un écosystème. On ne venait pas d'un groupe dans le domaine de la santé, par exemple, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a développé un écosystème avec des operating partners dans les 3 secteurs qu'on a choisis comme étant nos domaines d'expertise. Parce qu'on attend cette compétence, que ce soit dans la partie d'analyse initiale, et c'est une bonne opportunité, et également dans le cadre de l'appui ensuite et dans le développement, puisqu'on leur demande de venir participer également à nos réflexions et à l'appui des entreprises dans le cadre des boards en tant que participant au conseil. Donc ça, c'est un point. Et puis, ce n'est pas nécessairement que sectoriel. Nous, dans la stratégie qu'on a développée, on parlait de plateforme, mais c'est également vrai au niveau de notre portefeuille. On a beaucoup travaillé sur la construction, la consolidation des marchés sur lesquels on intervient. Chez nous, on a fait, en France, on a déjà fait plus de 150 build-up depuis qu'on fonctionne, depuis qu'on travaille. Donc c'est beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est une expertise qui est aussi recherchée par les équipes dirigeantes qui vont aborder une consolidation d'un marché, qui vont avoir besoin de s'appuyer sur des compétences qu'on peut leur apporter. Voilà, donc c'est des exemples qui viennent illustrer les différentes façons finalement dont on peut essayer de convaincre, parce qu'il faut convaincre, il faut se différencier, on en parlait tout à l'heure, il faut convaincre un entrepreneur qu'on est le bon partenaire. Mais pour rebondir sur ce que dit François, on dit que le marché c'est effectivement plus mature aujourd'hui. Clairement, les entrepreneurs, les managers que nous finançons, qui choisissent aujourd'hui d'avoir un partenaire qui est un fonds d'investissement, un partenaire, le contrat que nous avons à leur proposer, maintenant ils le comprennent tous, le truc de on vous accompagne 5, 7 ans, ils le comprennent tous. Et ils nous sélectionnent à peu près au moins autant qu'on les sélectionne. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui devient dans le marché vraiment un critère très très fort. Ceux qui sont les plus beaux, ceux qui véritablement méritent toute notre attention, généralement, ce sont des gens qui vont nous challenger aussi. C'est très bien que tu veuilles m'accompagner pour aller du point A au point B. Qu'est-ce que tu peux m'apporter, toi? Et c'est vrai que l'histoire que chacun d'entre nous a à raconter, selon que il y a des entrepreneurs, des managers qui vont préférer quelqu'un qui est très focusé, quelqu'un qui vont... Mais c'est vrai que si on n'a pas nous-mêmes une histoire entrepreneuriale, parce que nous sommes des fonds d'investissement, nous sommes aussi des aventures entrepreneuriales, nous sommes des petites équipes d'hommes, voilà. Si nous ne leur racontons pas quelque chose qui les séduit aussi, voilà, et selon, encore une fois, ce qu'on peut leur apporter chacun d'entre nous, aujourd'hui, ils nous sélectionnent. Ils veulent d'ailleurs plutôt tous un très beau projet, ils veulent plutôt être financés un fonds d'investissement qui va lui apporter de la chance, qui a déjà eu de la chance, qui va... Voilà, on le sent, ça, chacun d'entre nous, on s'appuie tous sur nos succès pour convaincre les entrepreneurs. Et clairement, ça, c'est une tendance très très forte du marché. Cette idée que c'est mature, pas seulement du côté des investisseurs qui savent ce qu'ils veulent, c'est mature aussi du côté des entrepreneurs qui savent un peu par quel genre de fonds ils veulent être financés. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on ne peut plus, en ayant une identité forte,
effectivement financer tout le monde, par définition, puisqu'on se construit sur un projet, sur une identité. J'ai fait du build-up, je suis très bon en smart city, je suis très bon en grosse tech, j'ai accompagné. Et donc en fait, effectivement, je suis d'accord, c'est qu'il va y avoir un débat, une discussion, et ils vont avoir aussi aujourd'hui, compte tenu de la pluralité des solutions qu'il y a dans le marché, le choix. Et donc, Capza est là depuis 2004, on a fait plus de 250 opérations, une envergure pan-européenne, donc on peut les amener sur nos différents bureaux, comme d'autres peuvent les amener faire le tour du monde, d'avoir des fonds bien en termes de taille pour les accompagner pendant longtemps, avec des solutions de financement qui peuvent être diversifiées. Donc ce sont des critères, et effectivement, si on a une bonne performance, c'est qu'on a plutôt généralement bien choisi les entrepreneurs dans lesquels on a investi, avec lesquels on a investi, et on a aussi plutôt bien accompagné la création de valeur de ces entrepreneurs. Donc quand on arrive avec nos présentations, il va y avoir un lien humain, c'est des activités d'hommes, on est des équipes d'hommes, certes il y a la digitalisation, certes il y a beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui importants autour de l'ESG, etc., mais ça reste aussi beaucoup des aventures humaines au sein d'un conseil de surveillance, au sein d'une vision stratégique partagée, au sein d'une compréhension d'un produit, d'un projet. Et ça, c'est le track record, comme vous le disiez, mais également l'identité que l'on va insuffler par ce positionnement marketing qui est nécessaire pour être lisible, sinon il ne vous appelle simplement pas, si vous êtes généraliste. Et donc, au sein de cette plateforme qui a l'identité, il va y avoir un multifocus pour être capable de rester un maximum de situations néanmoins, pour ne pas laisser passer les belles opportunités. François ? Non, mais je suis en ligne moi, avec ça, c'est ce qu'on développe depuis des années, c'est ce côté d'accompagnement des entrepreneurs où on doit leur apporter beaucoup de choses. On a parlé des spécialités, mais au fond, ce qu'ils vont attendre aussi, c'est est-ce que je peux faire confiance à ces gens-là. Donc cette lisibilité, c'est aussi sur être capable de démontrer qu'on aura été des partenaires loyaux, fidèles dans la durée. Et c'est là où, je pense, au final, ils finissent aussi par se décider. Il y a la double dimension, apporter de la valeur, mais apporter aussi quelque chose de rassurant, parce que c'est comme une aventure sur laquelle on part, un mariage, on part pour quelques années, c'est important. Je pense que je retiens, il y a vraiment souvent vis-à-vis des LP, des LP nous dit il faut du track, quel est votre track? Mais en fait, aujourd'hui, le manager, il pense quel est votre track aussi. Et donc, c'est sûr que quand on peut s'appuyer sur un track avec différentes expériences. Je reconnais que chez nous, quand on dit que ça fait 4 générations qu'on est dans la santé, supporté par une famille telle que Mérieux, qui n'a pas d'équivoque ni d'égal, ça nous donne véritablement aussi cette capacité supplémentaire de pouvoir apporter. Après, ça doit être incarné par les équipes de gestion, mais c'est vrai que ça donne ce supplément, et je pense que le succès aussi dont on parlait, c'est très important. On a toujours plus envie de s'associer avec un winner qu'un loser, c'est classique, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on doit démontrer, on doit toujours avoir dans la durée cette notion aussi bien pour le LP dans le track, et je pense que ça nous donnera aussi peut-être nous introduire sur qu'est-ce qu'on doit montrer aussi au LP, c'est bien travailler ces deux éléments-là. Voilà. Alors justement, côté LP, ça donne quoi ? Mais c'est là où c'est intéressant, ça donnera, et aussi je trouve l'intérêt d'avoir le point de vue de Bruno, c'est que quand vous dites balancing, focus and diversification, on essaie de les opposer, mais en fait on voit bien que c'est assez complémentaire. Mais finalement tout ça, le balancing, c'est l'infra que l'on va mettre en place chez nous. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on regarde les différentes structures, pour gérer plus de produits, pour gérer plus de diversification, tout en étant focus, donc avec des équipes dédiées, il faut une infra parce qu'il faut être capable de communiquer tout ça de manière extrêmement lisible à la fois aux entrepreneurs que l'on souhaite accompagner et puis auprès de nos investisseurs que l'on souhaite servir pour un besoin spécifique. Et donc là, ça rejoint peut-être le point de Bruno sur comment structurer une infra. Alors, il y a plusieurs business models, même dans les entreprises dans lesquelles on investit, d'externaliser une partie, d'outsourcer versus intégrer. Dans des modèles très larges, on intègre plutôt pour contrôler la valeur et la qualité du service de la chaîne depuis le point A jusqu'au point B, depuis le client jusqu'à l'entrepreneur et la remontée d'informations. Donc on l'intègre, mais néanmoins, il est certain que cette réflexion peut être utile pour que la balance soit équilibrée, quel que soit le choix qu'on fasse. Après, je pense qu'il faut... Moi, j'essaie de faire le parallèle avec le monde des UCITS et des asset managers plus généralistes. Vous regarderez qu'il y a une vingtaine d'années, on va dire que le top 30 des asset managers mondiaux ont quasiment tous externalisé leurs opérations. Et il y a un trend qui va probablement aussi démarrer, parce qu'on n'y est pas encore sur l'alternative. Hein. La plupart des activités opérationnelles sont faites in-house. Mais il y a quand même une volonté chez certains de réfléchir à leur modèle.
Et ça permet en fait aussi de bénéficier des investissements que font des acteurs, les fournisseurs de services, et des groupes comme IQEQ, où on investit dans la technologie. On a construit une plateforme qui s'appelle IQEQ Cosmos, et qui est un outil de reporting en ligne, ce qui permet d'avoir une remontée d'informations beaucoup plus fluide, où que soit le portefeuille. Et on peut zoomer, on peut avoir ça sur son iPhone ou sur sa tablette. C'est des technologies assez modernes. Donc il faut... Je pense que ces modèles sont complémentaires, mais il faut bien réfléchir à quelle est la stratégie cœur d'un asset manager. De mon point de vue, de notre point de vue, ça reste générer de l'alpha et s'occuper de ces LPs. Et alors après, il y a une problématique qui se pose quand même, qui est de se dire, bon, on est tous des entreprises, et donc ce n'est pas notre argent qu'on investit, c'est l'argent de nos clients, c'est des investisseurs. Aujourd'hui, un game changer pour l'industrie du private equity européenne, c'est quand même indéniablement d'aller attirer des capitaux en dehors de notre zone de chalandise immédiate. Voilà. Alors, on a tous commencé avec certains avec des familles, d'autres avec des histoires qui sont chacune les nôtres, mais qui étaient quand même du capital relativement proche. Voilà. Là où il y a une réserve indéniable, et puis d'épargne qui est encore aujourd'hui pas attaquée, c'est l'épargne plus internationale. Et puis de la même manière qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, je suis sûr que quand il coach un de ses champions, un de ses entrepreneurs, il dit « Bon, c'est très bien, tu marches très bien en France, c'est super. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu deviennes plus global si tu en as la capacité. Va chercher la croissance là où elle est. La croissance, où est-ce qu'elle est, pour beaucoup de nos entreprises, elle est de devenir des acteurs qui sortent de l'hexagone. De la même manière, nous, on est confrontés à ça. Et alors là, on est confronté quand même à quelque chose qui est un peu particulier. D'un côté, il y a un aspect très tentant, c'est qu'aujourd'hui, l'épargne mondiale, elle n'est quand même pas surallouée sur le private equity. On peut se poser la question de savoir si l'épargne mondiale n'est pas un peu trop surallouée sur des classes d'actifs qui s'appellent par exemple l'obligataire au plus bas des taux depuis 45 ans. Bon, peut-être qu'un jour, on se rendra compte qu'investir sur l'obligataire quand les taux d'intérêt sont négatifs, ça peut être une stratégie très, 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 très risquée. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très alloués sur des classes d'actifs très traditionnelles. Voilà. Le potentiel de s'exposer aux classes d'actifs alternatifs, il est encore devant nous et, paradoxalement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont sous-pondérés sur l'Europe. C'est quand même la zone économique, une des zones économiques les plus importantes de la planète. Et je vous assure, aujourd'hui, si vous allez parler à des fonds souverains, du private equity américain, alors là, ils sont au top, ils en font depuis 25 ans. Ils vous disent d'ailleurs même, je ne prends plus de nouveaux investisseurs, je ne fais plus du re-up. C'est bon, je les connais. Ils sont présents en Asie, l'Europe, franchement, sincèrement, moi je rencontre énormément. Ils sont incroyablement sous-pondérés, avec une vision qu'on est une zone du monde, la croissance est faible, on est vieux, machin. C'est pas du tout la réalité à laquelle on est confronté tous les jours, chacun avec nos entrepreneurs, mais il y a encore un petit peu... Et alors là, pour aller les attirer, ceux-là, il y a le fait qu'il y a une certaine taille, on peut être focus, c'est la taille, c'est pas ce que je dis, mais une certaine taille parfois compte. Et puis il y a des marchés. Alors, par exemple, on va être très précis, le marché américain du LP est assez protectionniste. Avant d'y aller, et avant de pouvoir parler à des investisseurs américains, vu le degré de régulation qui est sur certaines, il faut quand même avoir les moyens d'investir pendant un certain temps, parce que ce sont des marchés où la régulation est extrêmement pointue, ce n'est pas tout à fait la même perception que chez nous. Voilà. Et d'un certain côté, c'est un petit peu protectionniste pour une certaine forme d'une industrie du private equity anglo-saxonne qui a la capacité aussi de dire qu'elle est mondiale sur certaines de ses activités. Donc voilà, sur cet aspect-là, qui est l'aspect aussi d'une certaine forme du développement, il y a en tout cas un atout à bénéficier d'une certaine plateforme qui est de pouvoir dire, pour attaquer certains marchés, il faut avoir une certaine taille. Oui, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, quelle que soit la taille, parce que on a tous des actifs comme qui sont assez différents, en fait, qui sont gérés en termes de taille. Néanmoins, il y a une logique d'institutionnel. En fait, derrière, on est investisseur, il y a un côté artisan qui fait du sur-mesure, et néanmoins, on a une côté institution. Et ces institutions, la taille critique nous permet justement, on parlait de l'ESG tout à l'heure, par la qualité des reporting, le type d'information, enfin la qualité de service au sens large, qui est attendue par les investisseurs, elle est très grande. Et comme ils ont l'habitude d'investir dans le monde entier, ils ont des standards qui sont très élevés. Et quand ils vont venir s'adresser à un fonds, même comme le nôtre, qui va être par exemple avec un focus, il va attendre une qualité de service qui est très élevée. Donc c'est là où effectivement on doit travailler beaucoup sur cette question de taille. Donc nous on a choisi de mettre un certain nombre de partie de notre service qui est global, qui est traité au niveau du groupe, et puis certaines parties qui restent locales.
Et on a toujours cherché à étendre, en fait. On a à peu près un quart de nos investisseurs qui viennent quelquefois en Italie, en France ou en Pologne, qui investissent dans plusieurs types de fonds chez nous, parce qu'ils vont y retrouver finalement la même qualité de service. Et voilà, donc c'est un travail permanent, en fait. C'est une amélioration continue. De toute façon, c'est clair qu'avec l'intérêt des investisseurs institutionnels, en fait, le niveau d'exigence augmente. Et du coup, considérer l'outsourcing comme une possibilité de réponse pour pouvoir se mettre à niveau sur cette demande d'exigence, c'est aussi une des solutions que nous on propose comme groupe prestataire de services chez IQEQ. Et ça, c'est une demande du marché. En gros, quand les assureurs changent leur allocation sur le private equity, qu'ils bougent un tout petit bout de pourcent, ça fait tout de suite une masse énorme qui passe dans le marché. Et il faut pouvoir leur répondre avec des outils, de l'expertise bien sûr, mais aussi des process qui sont résilients, qui ne dépendent pas de X et Y, Pierre ou Paul, on va dire, dans des organisations qui sont souvent un peu petites dans le monde de l'alternatif. Je ne parle pas de vos maisons, vous êtes tous de taille importante, mais on a plus de 500, 600 asset managers en France. Il y en a beaucoup qui sont très, très entrepreneuriales. Ça peut être compliqué de promouvoir du track record à des investisseurs institutionnels. Je pense qu'il y a un point qui est fondamental quand on voit le nombre aussi de GP qui se sont créés. Il faut, première des choses, c'est la stratégie d'investissement, et je crois que c'était Laurent ou Christophe qui disait, avoir une lisibilité. La lisibilité, c'est plus on est lisible, plus on comprend mieux le business, et d'ailleurs c'est ce qu'on recherche quand on fait un investissement, c'est de bien comprendre le business. Essayer de le faire de manière, comme on est focus santé, d'avoir cette diversification dans 3 typologies d'investissement, qui sont sur des sociétés en high organic growth, donc qui vont avoir un développement exponentiel, les buy and build, plateformes, je dirais, il n'y a rien de très nouveau. Simplement, là où on a créé ou opéré notre diversification, c'est sur cette typologie d'investissement. Et donc, en faisant high organic growth, buy and build platform et également des leading established companies, et bien là, on arrive à recouvrir, redonner de la diversité et surtout une lisibilité très claire, parce que quand vous faites des tickets entre 15 et 100 millions, personne ne peut se dire mais vous êtes complètement défocusé. Ben non, c'est exactement pour ça, parce que quand on apporte cette différenciation ou cette segmentation dessus, c'est là où on se redonne un propre et même focus dans une diversification. Donc on voit bien que la diversification, elle alimente le focus, et le focus alimente la diversification. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans la diversification, quand on parle de notre métier, en fait, on a un métier d'artisan, d'investisseur avec de la valeur ajoutée pour accompagner les entrepreneurs, quelle que soit la nature du produit avec lequel vous le faites, que ce soit par la dette ou le capital. Et notre métier, ça reste quand même de gérer de l'argent pour le compte d'investisseurs, qui sont nos clients. En fait, bien servir un client, c'est certes lui faire du reporting de qualité, mais c'est aussi le comprendre. Et pour bien comprendre quelqu'un, c'est mieux de lui parler souvent. Et c'est vrai que de diversifier donc les produits et donc les rythmes avec lesquels on va lever des fonds, nous, on trouve en tout cas au sein de la plateforme Cabsa que ça a un bénéfice d'être en mesure tous les ans d'essayer de comprendre avec nos investisseurs quelles sont leurs ambitions sur l'année en cours, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, quelles sont les nouvelles idées qu'ils ont et dans quelle mesure est-ce qu'on peut y répondre. Et donc d'avoir des fonds constamment en levée, avoir une plateforme qui est constamment en train de lever un nouveau fonds, a un bénéfice énorme de pouvoir discuter tous les ans avec nos investisseurs et de leverager ça avec d'autres investisseurs. Et donc tout en gardant ce focus small and mid cap, ou ce focus pan-européen, ou ce focus santé, ou ce focus que l'on aura décidé sur le produit que l'on commercialise l'année en question. Je suis complètement d'accord. Nous, je dirais aujourd'hui, on est vieux par le nom, mais on va avoir l'humilité de dire qu'on est jeune aussi dans l'équipe d'investissement. Un des points qu'on se dit en vision un peu plus long terme, c'est d'être un one-stop shop sur la santé, c'est-à-dire que proposer probablement des produits ou des différentes
type d'accompagnement en investissement, soit de la mezzanine, on pourrait très bien également avoir un fonds de co-investissement, mais uniquement focusé sur la santé, avoir un fonds de continuation uniquement sur la santé, qui permet d'accompagner en fait l'entrepreneur dans le secteur de la santé et de leverager en fait cette connaissance et cette expertise que l'on a dessus à travers les différentes typologies d'investissement. Et on voit bien, tous autour de la table, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on voit bien que tout le monde en fait est très focusé sur ce qu'il fait. Et c'est, je dirais, c'est aussi un avantage avec notre industrie, c'est que je trouve elle accompagne beaucoup, elle essaye de répondre à des problématiques, que ce soit des gens pour placer leur argent, et puis d'autres qui ont besoin d'argent pour se développer. Et à travers ces différentes typologies, on arrive tous à répondre à des besoins bien précis. Moi, j'ai quelque chose que je trouve très rassurant. On voit bien, il y a des stratégies différentes. Une chose qui est très, très rassurante, c'est que chacun d'entre nous, on est absolument surpris par le foisonnement de notre classe d'actifs, de notre industrie, encore aujourd'hui. Il y a des mots qu'on utilise et qu'on n'utilisait pas tant que ça il y a encore 5 ans. Voilà. Le mot de continuation fund, tu le disais, c'était pas si clair que ça il y a quelques temps. Il y en a quand même peut-être déjà quelques-uns, mais aujourd'hui, tout le monde voit ce que c'est, tout le monde y réfléchit. Il y a même des choses... Elles sont influencées par le marché américain, on va voir. On parle de SPAC, voilà, c'est des choses dont on ne parlait pas du tout. Je ne dis pas individuellement, mais je dis ça reste encore incroyablement foisonnant. Hein. C'est la matière, tu faisais le comparatif tout à l'heure avec une certaine forme de l'asset management. Hein, nos clients, une grosse partie de leurs actifs sont encore de l'asset management pleine vanilla, mainstream. Voilà. Cette forme-là de l'industrie est comme maintenant indéniablement dans un cycle très industriel, un petit peu pasteurisé, avec des choses qui sont un peu tétanisantes. On se dit, mais dans le fond, est-ce que la gestion passive, c'est pas aussi bien que la gestion active? C'est un peu inquiétant quand même. Bon, mais voilà. Clairement, nous, on est extraordinairement loin de ça. Hein, je veux dire, pour ceux même d'entre nous qui ont un focus sectoriel assez fort, on voit bien qu'il y a un foisonnement incroyable. Et pour chacun d'entre nous, on dit que notre matière première, elle est... Et si on regarde secteur par secteur, le besoin de capitaux, l'infrastructure, je pense qu'il y a quelque temps, on n'imaginait pas que des acteurs privés comme nous puissent être des réponses à des problématiques d'infrastructure qui auparavant auraient été simplement demandées aux États de résoudre. C'était uniquement de l'argent public qui aurait résolu certaines problématiques d'infrastructure dans le passé. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des acteurs privés de l'infrastructure qui peuvent dire j'ai des moyens de financer des choses qui sont des modifications très profondes. Voilà. Et ce potentiel-là, il est vraiment encore devant nous. Je crois que c'est ce qui est très enrichissant à nous entendre. Mais je crois quand même que quand on parle de cette évolution de la maturité de la classe d'actifs private en général alternatif par rapport au monde listed, c'est quand même la diversification et la création de plateformes qui ont amené les investisseurs à avoir confiance sur cette classe d'actifs qui était assez illisible parce qu'elle est justement private. Qui dit private, dit pas coté, dit pas raté, dit pas listé, etc. Donc c'est quand même l'émergence de cette classe d'actifs qui amène ces investisseurs institutionnels à se rendre compte que cette classe d'actifs, elle a des bonnes performances depuis 20 ans, elle n'est pas cyclique, elle a une gouvernance qui est très structurée, avec un impact dans les entreprises dans lesquelles on investit, de transformation, de digitalisation, de prise de conscience des facteurs ESG, qui est très importante. Et donc, une source de création de valeur à moyen terme qui est très élevée. Et ça, je crois que c'est la diversification égale un peu la plateformisation quand même, et le professionnalisation qui amène les investisseurs à se pencher beaucoup plus. Et je suis d'accord avec toi, Christophe, c'est que là, on voit les investisseurs qui bougent des virgules et que ça fait des amas très importants de fonds additionnels pour les entreprises d'un côté. Mais quand on va se rendre compte que le marché du retail peut être craqué, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui y travaillent avec des très bonnes idées, on peut imaginer qu'il va y avoir une accélération de notre industrie dans les années qui viennent. Et avec un paradoxe apparent, hein, c'est que c'est le focus qui permet la performance. Aussi. Parce qu'on est quand même dans un environnement où les prix sont très élevés, c'est lié évidemment au niveau des taux d'intérêt, donc on est constamment amené à aller plus loin pour être capable d'apporter de la valeur, parce que c'est avec des attentes de rendement qui restent quand même relativement élevées. Donc, on n'a pas suivi la courbe des taux. Ouais. Comment ? Les attentes de rendement n'ont pas vraiment suivi la courbe des taux. Voilà, non, donc c'est là où on a ce qui est apparent hein, comme contradiction, ce qui en fait est assez cohérent en réalité, c'est qu'il faut se focus pour cette performance. Mais François, je pense que justement, si le focus c'est la performance, alors la diversification c'est la gestion du risque pour les investisseurs. Tout à fait. Et donc c'est complémentaire. En fait, les deux sont forcément obligatoires. Enfin, dans une logique d'investisseur,
il ne va pas mettre tout son argent sur une seule classe d'actifs, sur un seul secteur, un seul pays. Donc probablement, il a un panel, il diversifie son risque. Donc soit on veut être présent comme le super spécialiste de telle classe d'actifs, telle niche, tel secteur, c'est possible, parce que c'est comme ça qu'on peut construire une vraie histoire, une vraie relation, une connaissance en profondeur de son domaine. Ou alors, il faut aussi être capable d'offrir d'autres marchés pour pouvoir répondre en fait à la demande des LPs. Mais c'est indéniable que la demande des LPs, elle s'accroît, c'est-à-dire qu'on représente une classe d'actifs qui est quand même plutôt croissante dans leurs allocations d'actifs. On se rend bien compte aussi que certaines classes d'actifs très traditionnelles, elles ont aujourd'hui des retours qui sont relativement pasteurisés, et puis que voilà, encore une fois, il y a eu un cycle incroyable de désinflation, il y a eu un cycle incroyable qui était bénéficiaire à la gestion obligataire. On n'a peut-être pas 45 ans de baisse des taux devant nous encore. Voilà, donc on voit bien clairement que les investisseurs, ils sont dans cette problématique où ils le comprennent bien. Voilà, que d'abord, il y a un foisonnement d'opportunités, mais que c'est des classes d'actifs qui sont quand même d'un accès plus complexe, qui sont quand même moins liquides. Demain, vous voulez vous exposer aux small cap japonaises, aux large cap australiennes, un index tracker et c'est fait. Voilà. Ça ne marche pas comme ça sur nos classes d'actifs. Donc ce qui est sûr, c'est que le degré d'exigence de ces investisseurs pour prendre plus de risques, parce que c'est quand même des classes d'actifs moins traditionnelles, plus illiquides. Voilà. C'est, la contrepartie, c'est indéniablement pour chacun d'entre nous d'augmenter les qualités du reporting, les qualités de l'information. Je me souviens encore de conférences il y a longtemps, où certains professionnels du marché disent non, moi je donne le moins de renseignements possible parce que l'information sur mes sociétés, c'est confidentiel. Puis personne n'oserait dire ça aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, on le sait très bien, si on n'est pas totalement transparent avec ses investisseurs. Là, pour le coup, focus, pas focus, diversifié, pas diversifié. C'est pas ton investisseur. C'est un no-go immédiat. Voilà. Ça, c'est un signe très, très positif. Parce que les investisseurs sont indéniablement plus exigeants, mais c'est parce qu'il est possible qu'ils nous en demandent plus sur les capitaux qu'ils vont nous confier. Et puis, il y a un point aussi, c'est qu'on peut être focus, mais il faut être focus sur le bon secteur donc, et sur la bonne dynamique, parce que quelqu'un aujourd'hui qui serait focusé uniquement sur... je prends un exemple, mais c'est anecdotique, sur les croisières, ça serait très compliqué. Donc en fait, je pense qu'on peut être focusé, et ça peut être compris aussi, focus, tout en gardant bien évidemment la diversification dont on vient de parler, elle est claire, mais il faut être sur un secteur extrêmement résilient, extrêmement porteur, avec des dynamiques de croissance et de recherche et développement fortes. Alors, c'est-à-dire qu'on a de la chance, la santé coche beaucoup de ces cases-là, mais on ne peut pas, je dirais, le focus, il ne vaut que s'il est sur quelque chose d'extrêmement long terme dans son investissement. Donc je balance un tout petit peu en disant ça, nous on est extrêmement focusés, mais ça ne s'applique pas à tout. Voilà. Et la tech, en fait, est un autre secteur où aujourd'hui tout le monde, la digitalisation dont tu parlais également, est super important. C'est vrai que c'est aujourd'hui, quand on parle, si on ne parle pas de tech ni de santé, c'est quasiment le seul secteur qui sont extrêmement demandés. Mais voilà. Parfait, ça aura été le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup à tous les 5 pour cet échange très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette journée, de nous être fidèles, même si on est en digital, et à très bientôt.